et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette séance du mois d'octobre du séminaire mensuel de la CALAP. Ce soir, nous sommes très heureux et heureuses de consacrer cette rencontre à la présentation des travaux de Laura Foy. Vous verrez que le sujet que nous allons aborder n'est pas sans lien avec les commémorations qui sont marquantes aujourd'hui dans les luttes antiracistes, à savoir les commémorations autour du 17 octobre 1961. Donc c'est aussi pour nous l'occasion de faire un écho à cette journée spécifique. Et donc aujourd'hui, Laura Foy va nous parler du racisme dans l'éducation nationale, qui était l'un des objets de son travail de recherche, de thèse. Et c'est un objet qui est très important pour nous au sein de la CALAP, en lien avec les libertés pédagogiques. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de collègues qui subissaient des pressions ou des répressions à l'encontre de leur liberté pédagogique étaient justement des collègues qui essayaient de mettre en œuvre des pédagogies antiracistes. Donc c'est à partir de ce lien que nous faisons entre la liberté pédagogique des enseignants et la question du racisme que nous avons souhaité entendre le travail de Laura Foy. Donc Laura Foy, qui a été pendant plusieurs années professeure des écoles, qui est désormais maîtresse de conférences à l'INSPE de Sorbonne Université et chercheuse au LEX, et qui a travaillé sur la manière dont justement l'activité professionnelle des enseignants et des enseignantes est informée par des normes raciales. Et donc ça va être l'objet de ton propos, Laura, ce soir. Et nous avons proposé à Anan Amekran, qui est aussi une collègue professeure documentaliste, d'entamer et de lancer la discussion à l'issue de la présentation de Laura Foy. Anan qui voilà, est enseignante, qu'il a été longtemps en Seine-Saint-Denis et puis désormais à Marseille, qui est une militante, cofondatrice du collectif Femmes en lutte 93, co-initiatrice de la marche féministe antiraciste et qui fait aussi partie de l'un des collectifs partenaires de la CALAP, le collectif des réprimés de l'éducation nationale. Et Anan en parlera sans doute de la répression qu'elle a subie précisément à l'encontre de la mise en œuvre de pédagogie antiraciste. Je voulais aussi augurer cette séance en rappelant un ouvrage qui me semble important au regard des questions qu'on va discuter, qui est un ouvrage qui a été publié par Sud Éducation et qui s'intitule Entrée en pédagogie antiraciste. J'en parle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui abordent la question, et c'est d'ailleurs un ouvrage auquel Anan Amekran a collaboré par un texte qui évoque voilà, son expérience et l'espace du CDI comme safe space pour les élèves, notamment de son établissement. Et donc, Laura, je te laisse la parole. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation parce que je trouve que cet espace enfin, qu'est la CALAP, c'est un espace qui est important, qui est même fondamental, surtout en ce moment. Et je trouve ça, en tout cas, assez chouette de pouvoir parler de mon travail ici. Voilà. Euh, je sais pas si tout le monde m'entend en fait. On entend très bien, Ok, génial. très Parfait. bien. Donc, bon, moi, pour aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est principalement revenir en fait sur ma thèse que j'ai soutenue il y a 2 ans, plus de 2 ans maintenant, et donc qui s'appelle Quand la race fait école, place et rôle de la race dans l'activité professionnelle des enseignants et enseignantes des territoires hyperpaupérisés. Alors, je vais d'abord revenir en fait assez rapidement sur le contexte dans lequel j'ai mené ma thèse, qui est un contexte que j'ai qualifié d'exception. Je vais ensuite rappeler assez rapidement le cadre théorique et méthodologique que j'ai mobilisé dans ma recherche, qui est enfin, en tout cas pour ce qui est de la méthodologie, c'est une méthodologie que j'ai trouvée très efficace pour ce type de recherche. Je vais y revenir, et c'est une méthodologie que je peux plus utiliser aujourd'hui, donc je vais revenir dessus avec beaucoup de regrets. Et puis bah, évidemment, je vais présenter les résultats qui me semblent les plus importants de mon étude, et puis des résultats ensuite que j'ai eu par la suite avec des recherches que j'ai menées ensuite, mais très proches en fait toujours. Et si j'ai le temps, mais je suis pas certaine, peut-être revenir sur la question de l'utilité sociale en fait et des pistes qu'ouvre ce type de recherche pour la formation et pour la recherche en éducation. Donc moi, quand j'ai fait ma thèse, en fait, j'ai assez rapidement eu le sentiment d'être face à un terrain d'enquête que j'ai qualifié d'exception. D'abord parce que j'ai enquêté des écoles de l'éducation prioritaire renforcée, donc du REP+,
qui étaient très principalement situés dans les très médiatisés quartiers nord de la ville de Marseille. Donc quand on parle des quartiers nord de Marseille, en fait, beaucoup de gens, et notamment les enseignants et enseignantes, et encore plus les futurs enseignants et enseignantes, ont une image très forte, de ce que sont les quartiers nord, qui est une image qui ne correspond pas forcément à la réalité, qui est une image très fantasmagorique aussi, heu et en gros, l'idée, c'est que c'est Chicago. Alors ça n'est pas Chicago, il y a des grosses problématiques dans les quartiers nord, mais c'est pas Chicago. Mais en tout cas, ça a un effet sur la représentation des territoires et donc sur les pratiques professionnelles et sur la racialisation des territoires. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à défaut d'être Chicago, ce sont des territoires qui font partie des plus pauvres de la France métropolitaine, puisque le taux de pauvreté moyen y est de 43. Et c'est des écoles, les écoles que j'ai enquêtées, qui sont couramment qualifiées de ghettos scolaires et qui accueillent presque exclusivement des élèves multiminorisés. C'est-à-dire des élèves qui subissent de concert plusieurs dynamiques de minorisation, à la fois socio-économiques, mais également ethno-raciales. Et leur situation dépasse la pauvreté ordinaire. En gros, les fins de mois difficiles. Quand on parle d'élèves d'écoles hyper paupérisées, on parle en fait d'élèves qui régulièrement ne mangent pas à leur faim, d'élèves qui rencontrent des difficultés pour se loger, pour s'habiller ou pour avoir accès aux soins. Et l'indice de position sociale, donc IPS des écoles que j'ai enquêtées, c'est un IPS qui va de 60 à 75,8, avec une moyenne, et toi tu descends de là, de 68,2, alors que l'IPS moyen des écoles en France, publiques et privées sous contrat, c'est un IPS qui est entre 102 et 103. Donc en fait, on est vraiment très en dessous de cet IPS moyen. Alors, globalement, ce sont des écoles d'exception, mais l'état des locaux est lui aussi très particulier. Il participe au caractère singulier du terrain d'enquête. Et l'état des locaux scolaires, en fait, donc dans les écoles de Marseille et principalement, spécifiquement dans les quartiers nord, c'est une problématique nationale. Ça a fait l'objet d'un dossier dans Libération qui s'appelait École de Marseille, la honte de la République. Ça a fait l'objet de plusieurs articles dans le journal Le Monde. Donc en tout cas dans la presse nationale, le ministre de l'Éducation nationale est venu, le président de la République est venu, il y a eu un plan de financement qui n'a absolument rien donné, mais Marseille en grand. Donc on est vraiment sur une problématique spécifique. Et très concrètement, ça veut dire qu'en fait, on est sur un bâti qui est globalement insalubre, et insalubre au point de menacer la sécurité des élèves et des enseignants et enseignantes. Par exemple, des plafonds qui s'écroulent comme ça dans les classes. Il y a régulièrement aussi, enfin oui, très régulièrement en fait, ces écoles, ce sont des algécos. Donc on meurt de chaud en été, on meurt de froid en hiver, les vitres peuvent casser, enfin c'est très fragile, c'est pas fonctionnel. Voilà, une des écoles que j'ai enquêtées était un ancien bureau de poste, donc absolument pas adapté pour accueillir des élèves. Le chauffage est fréquemment en panne. Alors on va me dire: «Oui, c'est Marseille». Oui, bah, à Marseille, quand le chauffage est en panne en hiver, dans les classes, il fait 13 degrés. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, parce que ça veut dire que les élèves sont privés d'un certain nombre d'apprentissages. Heu, Typiquement des élèves de CP, CE1, le geste graphique, le fait d'écrire, c'est un objet d'apprentissage. C'est pas juste un truc qu'on fait pour prendre des notes. Ce geste graphique, quand les mains sont engourdies par le froid, bah, les élèves ne peuvent pas écrire. Ils ne peuvent pas non plus rentrer dans certains apprentissages de grammaire parce que, en CE1, CE2, pour faire des chaînes d'accords, bah, ils écrivent un groupe nominal au singulier, ou une phrase, voilà, avec un groupe nominal sujet au singulier, et puis ils identifient le sujet, ils font une flèche qui va vers le verbe pour changer la terminaison du verbe. Au sein du groupe nominal, ils dessinent les bulles d'accord comme ça qui relient. S'ils peuvent pas écrire, ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas non plus poser d'opérations, puisqu'ils ont les mains trop gelées pour écrire. Et s'ils ne les posent pas, bah, on n'est plus dans du calcul posé, on est dans du calcul mental. Donc voilà, tout un tas d'apprentissages en fait qui, selon les heures de la journée, typiquement le matin, tant que les classes ne se sont pas réchauffées, que les doigts des enfants ne se sont pas réchauffés, ne peuvent pas être menés. Les sanitaires sont très souvent en nombre insuffisant, l'isolation est défaillante et certaines écoles sont en attente de désamiantage. Et donc ce contexte territorial d'exception, dans le cas de ma recherche, il s'était redoublé d'un contexte temporel d'exception, et j'ai envie de dire que ce caractère d'exception dure toujours. Puisque moi j'avais commencé ma thèse, très peu de temps après les attentats de Charlie Hebdo, attentat qui avait donné lieu, dans l'espace scolaire à une surenchère dans l'affichage d'une laïcité défensive et parfois utilisée de manière discriminatoire contre les élèves musulmans et musulmanes. Et plusieurs séquences politiques avaient marqué la période de recueil, enfin de collecte des données, dont, bah, notamment la grande mobilisation pour les valeurs de la République, mais on avait aussi assisté à la polarisation de plus en plus forte, qu'on connaît encore très bien aujourd'hui, entre un antiracisme moral et un antiracisme politique, et la médiatisation accompagnée de la condamnation politique, donc notamment par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, des approches décoloniales et intersectionnelles. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Et donc cette série d'événements, elle m'avait amenée à appréhender ma recherche sur la question raciale comme une recherche sur un objet tabou. Et c'est un tabou qui est particulièrement vif dans le champ scolaire, pour lequel la sociologie de l'éducation, elle est restée quand même relativement silencieuse sur les trajectoires scolaires des élèves qui appartiennent aux groupes raciaux minoritaires. Ce sont des trajectoires scolaires qui étaient appréhendées massivement à partir de la question socio-économique,
voire à partir de la question migratoire. Et cette question migratoire, moi je trouve qu'elle fonctionne pas vraiment, parce que déjà elle ne tient pas compte de groupes qui sont non récemment, typiquement les élèves descendants de descendants d'Algériens. Voilà. Donc qui sont pas récemment liés à la migration, donc ceux-là ne rentrent pas finalement dans nos données, ou de groupes qui ne sont pas nécessairement liés à la migration. Je pense aux élèves mahorais par exemple, qui sont victimes de processus de racialisation mais qui ne sont pas immigrés. Et en plus, ça permet pas de penser la position majoritaire. Donc moi je tenais vraiment à indexer mes recherches sur la question raciale et non pas sur la question migratoire. Il y a quand même un intérêt pour la spécificité des trajectoires scolaires des élèves qui appartiennent aux groupes raciaux minoritaires qui s'est manifesté de manière un peu récente. Et on a quelques travaux qui portent sur les inégalités raciales, travaux qui, il me semble, sont quand même de plus en plus nombreux. Et donc c'est dans ce champ que s'inscrit ma recherche, sous un angle qui a été assez rarement étudié, puisque c'est celui des enseignants et enseignantes. Moi, ce que je regarde, c'est pas les élèves, c'est pas comment fonctionnent les élèves entre eux, c'est pas le racisme entre élèves, c'est vraiment la manière dont la question raciale et dont ces rapports sociaux de race vont avoir un effet sur l'activité professionnelle des enseignants et enseignantes. Et donc mon objectif, c'est de montrer comment la race devient opérante dans un contexte spécifique, donc celui de l'éducation prioritaire renforcée, en analysant sa place et son rôle dans la pratique professionnelle déclarée, puisque j'ai des entretiens, mais aussi observés d'enseignants et enseignantes, donc du REP+. Alors moi, dans mes recherches, je mobilise le concept de race en tant que construction sociale. Donc très précisément, en fait, quand je parle de race, je parle d'un rapport social. Et ce rapport social est produit des groupes. Et il est utilisé à la fois pour catégoriser, pour hiérarchiser, pour interpréter les comportements et les pratiques des membres de ces groupes. Donc c'est un principe aussi hiérarchisateur, le principe de race. Et donc j'analyse les modes de production de ces groupes, d'abord grâce au concept de racialisation, que j'entends comme renvoyant à l'ensemble des processus mentaux, vraiment mentaux, d'assignation des minoritaires à l'altérité raciale à partir de critères bien évidemment biologiques, mais également de critères qu'on va très souvent qualifier d'ethniques, donc culturels, religieux, linguistiques. Et donc mon objectif au travers de l'utilisation de ce concept, c'est d'inscrire les rapports sociaux de race dans une dynamique à la fois relationnelle et interactionniste. Ouais, c'est rigolo, hein, ça me rend folle. Et donc cette analyse des rapports sociaux de race, dans l'école, j'essaie aussi de la comprendre à partir du concept de racisme, que j'entends comme la lecture du social ou la pratique en accord avec la catégorisation raciale, sinon orientée par celle-ci. Donc cette tendance-là, le racisme, elle peut se décrire à l'échelle des individus, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît tous très bien, c'est le racisme individuel, ou à l'échelle des institutions et des organisations. Donc ça c'est le racisme institutionnel. Moi dans ma thèse, j'avais repris à Damien Traoré sa conception extensive du racisme institutionnel, en portant une attention particulière au caractère routinisé de tous ces processus, eux-mêmes inscrits dans des ensembles plus larges, pour montrer en fait comment les pratiques, elles étaient orientées et soutenues par l'institution. Un concept que j'ai pas vraiment mobilisé dans ma thèse, mais que je trouve vraiment très intéressant et que je mobilise maintenant, c'est celui de racisme quotidien, qui a été forgé par la sociologue néerlandaise Philomena Essed. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce concept de racisme quotidien, c'est que ça aide à comprendre que vraiment la question centrale dans la production du racisme, ça n'est pas qui est ou qui n'est pas raciste, mais qu'est-ce qui va produire ou qu'est-ce qui ne va pas produire des assignations ou des identifications à des groupes raciaux. Autrement dit, la question que ça pose, c'est comment des individus ou des groupes sont racialisés à travers des opérations très concrètes, souvent banales, parfois non intentionnelles et non pensées comme racistes, des relations sociales. Et j'emprunte également aux approches intersectionnelles une analyse qui tient compte du caractère co-constitutif des rapports de domination subis par les publics des écoles de l'éducation prioritaire renforcée. Puisque, comme je l'ai dit, on est face à un public qui est multiminorisé. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'articule des rapports de domination de race à une analyse des rapports de domination de genre et de classe socio-économique. Et un autre truc que je trouve très intéressant dans les approches intersectionnelles, c'est, l'idée de complexifier les niveaux d'analyse, en tenant compte, en fait, des différentes échelles de rapports au sein desquelles s'organisent les relations entre l'école et les publics. Alors ça va paraître plus clair avec la diapo d'après. Donc moi, de façon générale, j'ai tendance à retenir 4 échelles de rapports. D'abord, l'échelle de l'école en lien avec un territoire, puisque la politique de l'éducation prioritaire, elle est adossée aux politiques de la ville, elle affirme la dimension territoriale des inégalités, et en plus, elle s'est jamais donné pour objectif de faire disparaître les inégalités, mais plutôt d'en compenser en fait les effets les plus marquants. Il y a également l'échelle de la relation entre l'école et les familles, donc vraiment pas les élèves, mais les parents d'élèves. L'échelle des équipes enseignantes, donc là je regarde vraiment ce qui se passe au sein des équipes enseignantes, non pas dans leurs interactions avec les publics, mais
dans leurs interactions internes et l'échelle des identités professionnelles, donc plus au niveau de l'individu. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de s'intéresser à chacune de ces échelles, mais surtout en fait à l'articulation entre ces échelles et aux effets des changements d'échelle sur les processus de racialisation ou déracialisation des rapports sociaux. Donc là, je pense que c'est pas clair ce que je raconte, mais je donne un exemple très concret. Très concrètement, les enseignants et enseignantes, quand ils et elles parlent des élèves, vont avoir tendance, par exemple, à racialiser certains comportements des élèves. Mais quand les enseignants et enseignantes vont s'exprimer sur les familles, ce sont les familles qui vont être très fortement racialisées, et donc les comportements des élèves vont être imputés à une mauvaise éducation, plus qu'à une question culturelle ou raciale. Donc c'est en ça que le changement d'échelle, en fait, va produire des processus de déracialisation ou de re-racialisation, sur-racialisation, des publics. Alors moi, les données que j'ai analysées, en fait, dans ma recherche, bon, c'est pas très intéressant. Bon, je vais essayer d'aller vite, voilà, c'est 29 écoles d'éducation prioritaire renforcée, participation observante puisque j'étais enseignante en même temps. Moi, j'ai fait toute ma thèse en étant, prof des écoles, enfin instit quoi, à temps plein. Et donc j'ai des entretiens semi-directifs, donc il y en a 67, mais aussi des observations in situ, des salles dans les salles de classe, des espaces de circulation, vie collective, et cetera. Bon, en gros, il s'agit de faire, une triangulation de différents matériaux. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est pas tant l'ensemble des matériaux et leur diversité, mais, mon accès aux écoles, auxquelles j'ai auquel j'ai eu un accès qui était très privilégié puisque en étant, enseignante en éducation prioritaire, hem, j'ai été identifiée comme enseignante, en fait, par mes enquêtés. Donc c'est une situation qui a impliqué un travail de réflexivité pour objectiver, en fait, les effets de mon identité professionnelle sur le recueil et sur l'analyse des données. D'autant plus que mon terrain d'enquête, en fait, c'est un terrain qui est très familier, c'était mon terrain professionnel. En menant des observations sur le temps long dans ces terrains-là, j'ai pu nouer des relations de familiarité, avec certains enseignants ou enseignantes et encore plus dans les écoles où j'étais en poste. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que, je considère en fait que c'est pas du tout un biais dans l'analyse, ces relations de familiarité quand elles sont identifiées et quand leurs effets sont pris en compte. Et en fait, toutes ces relations d'enquête très spécifiques que j'ai pu construire et que je construis encore en fait et qui sont très différentes aujourd'hui puisque maintenant j'ai changé de poste. Je suis plus enseignante, mais je suis maîtresse de conférences, donc ça crée un rapport différent aux enquêtés. Ça sert de révélateur. Je me rends compte qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup moins de données où les enseignants et enseignantes ne me parlent plus du tout de la même manière et qu'il faut que je ramène en fait mon passé d'enseignante, le fait que j'ai été enseignante, pour pouvoir avoir accès à ce qui pourrait être qualifié de discours indigène, voilà, à l'entre-soi professionnel. Et donc en fait, moi, comme relation d'enquête, par exemple, j'ai été face à des enseignants et enseignantes qui, vraiment mobilisaient pour moi des stratégies de séduction en me proposant un discours qu'ils estimaient vraiment conforme à mes attentes de chercheuse dans mes pratiques d'enseignante. Donc très concrètement, exemple d'un enseignant avec qui, je fais un entretien, puis tout d'un coup, il s'arrête et puis il commence à faire une grimace et puis il dit plus rien. Je fais: «Bah, qu'est-ce que tu allais dire?» Et il me dit: «Non, mais en fait, laisse tomber, ça je te le dis pas parce que tu vas penser que c'est raciste». Et donc il y avait un présupposé comme ça qui venait silencier certains propos, et donc une idée que lui s'était faite de s à la fois mais c'est très dissonant comme truc parce qu'il y a des choses que lui pense, mais il estime qu'on ne peut pas les dire parce qu'il se dit que moi je vais les juger racistes. Donc il y avait ces espèces de décalage-là à analyser entre les discours et la manière dont les enseignants et enseignantes pouvaient juger leurs discours et continuer à les considérer comme étant valides, tout en craignant une stigmatisation de l'extérieur, en tout cas un jugement négatif de l'extérieur sur ces discours-là. Ah oui, très souvent aussi les enseignants et enseignantes débutants qui craignaient la dimension évaluative de l'entretien et donc qui allaient jouer les bons élèves, qui me ressortaient le discours institutionnel. Donc très difficile de mener l'entretien avec, elles et eux. Puisque, en fait, très concrètement, ils m'identifiaient à une tutrice, maître formatrice ou conseillère pédagogique. Truc très intéressant, mais les enseignants expérimentés. Ça, c'était vraiment chouette parce que, il y avait une sorte de concurrence, en fait, qui était instaurée souvent par ces enseignants et enseignantes qui essayait de me renvoyer au fait que bon, bah, j'étais quand même jeune, j'étais quand même, pas débutante, mais en tout cas pas j'avais pas 20 ans de carrière dans les pattes et puis je passais un peu trop de temps à la fac et donc le rapport de force, le conflit de légitimité, si j'ai envie de dire, se jouait sur le terrain des connaissances issues du terrain, sur la diversité, sur le multiculturalisme et sur les effets dans les écoles et là, j'avais vraiment un discours, où la racialisation, elle traduisait vraiment la volonté de performer l'expertise professionnelle. Donc ça, je vais y revenir un peu plus tard parce que c'est quand même une posture très particulière et donc toutes ces postures, en fait, que je viens de décrire, elles sont induites par l'interaction d'enquête et elles produisent du sens, mais à condition de les analyser comme enchâssées dans l'enquête ethnographique et donc en comparant, en fait, de manière un peu systématique, toutes les situations multiples et les écarts entre la présentation de soi des enseignants et enseignantes pendant les entretiens et la pratique ou les discours de ces mêmes enseignants et enseignantes en dehors des situations d'entretien.
Donc dans les classes, quand elles discutent dans la salle des maîtres ou quand on a des discussions un peu informelles, par exemple en fumant une cigarette au café, et cetera. Mais aussi, et ça c'est important parce que ça donne du sens à ce que je viens d'expliquer, en interrogeant systématiquement ma place à moi, en termes de domination relative, dans les entretiens et dans ce que mon identité à moi, elle pouvait provoquer dans les discours ou dans l'activité professionnelle. Parce que quand j'allais voir des enseignants ou enseignantes en classe, ça avait aussi un effet évidemment sur leur activité professionnelle. Autre chose me concernant, c'est que, et ayant eu un effet sur mon enquête, en fait, c'est que j'avais dû objectiver ma place dans le parcours migratoire pour mettre en évidence les effets de mon statut racial et éventuellement pour les utiliser ou pas au service du recueil des données. Donc moi, je suis franco-algérienne. Ma mère est algérienne, née en Algérie, mais pas, elle faisait pas partie des colons, enfin c'est une indigène, quoi. Et donc elle arrive en France, ado et donc moi je suis moitié-moitié. Et ça, c'est un statut racial, un double statut racial que j'ai pas révélé aux enseignants et enseignantes qui tenaient des propos qui étaient explicitement racistes et qui pouvaient se sentir sécurisés par une sorte d'entre-soi majoritaire qui leur permettait d'avouer des pratiques ou de partager des représentations que ils et elles n'auraient pas forcément, assumées ou osé évoquer avec une chercheuse, bah, si je dois reprendre la terminologie de Goffman, dont le stigmate, en fait, aurait été révélé. C'est comme ça qu'une enseignante m'a vraiment parlé pendant longtemps, mais alors sans retenue, de tous les sentiments que lui inspiraient les Algériens. Donc pour elle, c'était des personnes qui étaient menteuses, manipulatrices, qui cultivaient la haine de la France, et elle arrêtait pas de me dire: «Mais cette haine», elle me disait: «Tu vois, je sais que c'est pas bien de vouloir la mort des gens, mais moi je pense que tous ces vieux Algériens là qui ont connu la guerre, il faut qu'ils crèvent. Il faut qu'ils crèvent, tant qu'ils seront pas tous crevés, ça n'ira pas mieux». Mais elle disait ça, elle disait: «Tous crevés». Bah, il se trouve que moi, ma mère a vécu la guerre et que sa famille était très engagée et elle aussi dans l'indépendance de l'Algérie. Donc c'était, très particulier aussi comme situation d'entretien et moi je me sentais très coincée parce que j'avais envie, enfin une sorte de sursaut, d'orgueil et de d'honneur en fait, plus d'honneur que d'orgueil, de dire: «En fait, tu sais à qui tu parles, moi je suis algérienne, tu peux pas dire ça». Et en même temps, le truc de me dire: «Mais une fois qu'elle m'a fait tout un foin pour me dire: "Ce sont des menteurs", si maintenant je lui dis: "Je suis algérienne", ça va lui donner raison». Elle va dire: «Oh, c'est des vrais menteurs. En plus, ils arrivent à se déguiser en blanc pour venir nous piquer nos idées, ça marche pas du tout». Et puis, donc j'ai essayé de me concentrer sur: tu te tais et tu recueilles des données. Et c'était vraiment compliqué. À l'inverse, j'ai assez rapidement pris le parti de révéler, ce double statut aux enseignants et enseignantes minoritaires. Parce que j'ai constaté, mais je pense dans mon premier ou deuxième entretien vraiment par hasard, heu, que ça permettait de lever les réticences à aborder les questions de racisme. Donc la situation qui avait eu lieu, c'était vraiment une situation d'entretien avec une enseignante qui se définit comme marocaine, voilà, qui me dit que tout va bien, qu'il y a pas de problème de racisme, qu'elle n'a jamais vécu le racisme de ses collègues et cetera, que vraiment non, c'est cool, c'est idyllique. Et à un moment, elle dit un proverbe en arabe. Moi, je parle pas du tout arabe, mais je suis très forte en proverbes parce que ma grand-mère avait la passion des proverbes. Donc et là, elle va pour me traduire et je fais: «Ouais, non, mais ça veut dire ça». Elle me dit: «Mais comment tu connais?» Je dis: «Bah, parce que ma grand-mère, les proverbes». Elle me fait: «Mais comment ça ta grand-mère les proverbes?» Et je fais: «Bah, parce que, elle est algérienne, quoi». Et là, je sens qu'il se passe un truc. Elle revient sur des questions que j'ai déjà posées. Son discours change et elle me fait le récit de, très nombreuses expériences de racisme qu'elle a vécues, de la part de ses collègues, de la part de sa hiérarchie, en formation et cetera. Alors que vraiment 5 minutes avant, elle me disait: «Non mais c'est génial, tout va bien, on est une vraie équipe, on est hyper soudés». Et je pense que, c'est lié à l'habitude de voir, bah, les propos qu'on peut tenir en tant que minoritaire sur le racisme totalement invalidés, l'habitude qu'on peut avoir de se faire traiter de paranoïaque, de personnes hyper susceptibles, à fleur de peau, et cetera, qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus l'énergie, on n'a pas envie de dire: «En fait, j'ai été victime de racisme» à une personne perçue comme blanche. Parce qu'on se dit: «Elle va pas me croire». Et donc du coup, me rendant compte qu'être perçue un peu aussi comme algérienne ou en tout cas pas 100 blanche, ça me permettait de recueillir des données que la blanchité ne me permettait pas de recueillir. Vous m'entendez ou pas? Oui? OK, parce que j'étais pas sûre. OK, On super, entend très bien. parfait. Donc du coup, on en arrive aux résultats. Donc pour moi, un des résultats les plus, marquants de ma recherche, c'est l'omniprésence de la thématique raciale dans les écoles enquêtées. Mes travaux de recherche de manière générale, ce qu'ils mettent en évidence, c'est, la contradiction centrale du système éducatif. D'un côté, on a une institution qui affirme que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est la priorité de l'école de la République. Et l'école, elle se présente comme un espace sanctuarisé, égalitaire et non raciste. Mais à l'inverse, moi, mes données de recherche, mes données empiriques, elles montrent que l'école, elle est structurée par la question raciale et ça à tous les niveaux du système scolaire. Donc très clairement, il y a d'abord un rôle central de l'institution dans cette dynamique. Heu,
avec l'institution, on a la circulation des grands thèmes nationaux, comme la promotion de la laïcité, la mobilisation pour les valeurs de la République, la lutte contre la radicalisation, qui se traduisent régulièrement dans le terrain enquêté, c'est-à-dire au niveau local, en fait. Quand ça se déplace et que c'est pris en charge au niveau local, par des interprétations, donc des interprétations locales, hein, qui induisent des représentations et des pratiques stigmatisantes, altérisantes et parfois violentes pour les élèves qui appartiennent au groupe raciaux minoritaires, et tout particulièrement pour les élèves qui sont perçus comme musulmans ou musulmanes. La race, elle est intégrée à des tas de pratiques ordinaires des enseignants et enseignantes dans plusieurs domaines. Par exemple, il peut s'agir d'expliquer le climat scolaire par la composition raciale des établissements. Quelque chose qui est beaucoup revenu dans mes entretiens, c'est que dans les établissements où il y avait une forte population d'élèves comoriens, le climat était très apaisé. Par contre, que le niveau scolaire était plutôt très mauvais. Et que les écoles vraiment sous tension, les écoles avec beaucoup de violence, c'était des écoles avec des Algériens. Et pas des Marocains ou des Tunisiens. Il y a vraiment ce truc sur les Algériens. Euh, Ça, c'était en entretien, une enseignante, voilà, qui me dit: «Ah, mais t'as vu quelle école?» Je dis: «Ah, bah, je viens de telle école. Là, ce matin, j'étais à telle école.» Elle me fait: «Oh là là, chaud patate là-bas.» Je dis: «Ah non, pas du tout. En fait, ça avait l'air hyper cool.» Et elle me dit: «Ah oui, mais parce que là-bas, c'est des Comoriens. Les Comoriens, ça va, ils sont cool, ils sont tranquilles.» Elle me fait: «Par contre, va dans telle école, c'est que des Algériens. Les Algériens, ils ont un couteau entre les dents.» J'étais: «OK.» Autre truc, c'est la racialisation de la difficulté scolaire. Donc, par exemple, très souvent, pour les élèves perçus comme gitans ou perçus comme gitanes, l'absentéisme scolaire est culturalisé. C'est mis sur le compte d'un nomadisme intellectuel des élèves qu'on ne pourrait pas sédentariser intellectuellement via l'école. Je suis désolée pour les pleurs derrière, c'est mon mari qui vient de rentrer avec ma fille. Et donc du coup, ça a quand même des conséquences sur l'offre éducative qui est proposée aux élèves parce qu'on ne pense pas la phobie scolaire chez les élèves perçus comme gitans ou gitanes. Pour les élèves perçus comme turcs ou kurdes, très grosse difficulté aussi à prendre en charge la difficulté scolaire parce que c'est très souvent mis sur le compte d'un refus d'apprendre la langue. Il y a l'idée qui est couramment répandue dans la grande majorité des écoles que j'ai enquêtées, que les personnes turques vivraient leur présence sur le territoire français comme transitoire. Et donc qu'apprendre le français serait perçu comme une déloyauté ou une trahison vis-à-vis du pays d'origine, et donc que les parents refuseraient d'apprendre la langue, donc que les enfants refusaient de l'apprendre aussi. Et ça a des conséquences très concrètes sur l'accueil qui est fait de ces élèves dans les classes du PE2A. Très souvent, les classes du PE2A, donc les unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants, les classes pour élèves qui ne parlent pas français, quoi, qui sont primo-arrivants et qui ne parlent pas français, bah, les effectifs sont saturés. Il y a trop d'élèves. Et donc à un moment, faut choisir qui on prend. Et très souvent, bah, on choisit qui on ne prend pas. Et qui on ne prend pas, désolé, ce sont les élèves perçus comme turcs ou perçus comme plus turcs, pas kurdes, comme turcs, parce que les enseignants et enseignantes partent du principe que ça ne servira à rien. Donc finalement que c'est gâcher une place. Et donc on n'offre pas la possibilité à ces élèves d'avoir ces dispositifs spécifiques. Très forte racialisation aussi des pratiques éducatives des parents d'élèves. Donc la violence, notamment de la violence en fait supposée des parents qui font partie des groupes raciaux minoritaires. Et donc ça sert de justification aussi à des pratiques coercitives, enfin des pratiques disciplinaires, éducatives très violentes des enseignants et enseignantes qui disent oui mais ils connaissent que ça les petits. À la maison ils vivent ça. Donc si nous à l'école on leur gueule pas après, euh, mais aussi si on ne les plaque pas contre un mur, si on ne les contient pas physiquement, bah, ça sert à rien, ils comprennent pas parce que chez eux ils n'ont que la violence. Donc en fait, ça a un effet très concret. Ces représentations racistes, elles ne restent pas au niveau des représentations, bon bah voilà, on pourrait se dire, bon bah les gens ils peuvent penser toutes les conneries qu'ils veulent, en fait, bah, tant qu'ils s'en parlent pas, c'est pas grave. Là, ils le mettent en acte, et ils le mettent en acte sur des élèves. Donc c'est quand même un vrai problème. Très forte racialisation aussi des conflictualités enfantines. Alors là, l'exemple il est très simple. Quand on insulte quelqu'un, le but c'est de l'humilier. Par exemple, à Marseille, moi là je suis à Marseille, on a une insulte qu'on aime bien, c'est mange merde. Quand quelqu'un nous embête, on lui dit ah mange merde. Et on sait très bien qu'il ne s'agit pas d'aller de se faire voilà un petit apéro ou un buffet dans une fosse septique. C'est une expression. Eh ben les gamins entre eux, ils ont exactement la même logique dans l'insulte. Ils veulent humilier l'autre. Et donc un truc qui se mange pas, bah le porc, pour eux ça se mange pas. Donc à la cantine, ils vont s'insulter quand ils s'embrouillent, ils se traitent de bouffeurs de porc. Très souvent, ils se traitent de bouffeurs de porc entre enfants qui ne mangent pas de porc parce que ces écoles sont tellement ségrégées que plus de 90% des menus à l'école, c'est du sans porc. Donc ils se traitent de bouffeurs de porc, bah, c'est une insulte, c'est comme quand je dis mange merde, quoi. C'est au lieu d'être pris sur le terrain pédagogique, c'est-à-dire de prendre les gosses, de leur dire ok Mino, tu l'as insulté, tu t'es embrouillé avec lui parce qu'il restait juste un Babybel et toi tu voulais le manger, mais en fait bah non, il y en avait qu'un donc il fallait partager. Parce que toi par exemple t'aimerais pas que ce soit juste ton copain qui le prenne, donc comment on peut faire quand vous êtes deux à le vouloir et qu'il y en a qu'un, et on pédagogise le rapport et voilà,
et on n'en parle plus et en plus, ça sert aux enfants pour la suite. Moi, j'espère qu'une fois qu'on leur a appris à partager leur Babybel, ils vont repartager le Babybel d'après si la situation se présente à nouveau. Là, en fait, la réponse, elle se fait sur le terrain de la laïcité. Le gosse, il en a traité un autre de bouffeur de porc, donc il est convoqué par le directeur, et puis on peut même faire un signalement pour atteinte à la laïcité. Et puis les parents, ils sont convoqués aussi par le directeur ou la directrice de l'école, et on leur explique que leur gamin, eh ben, il y a eu atteinte à la laïcité. Et en fait, personne ne comprend plus rien. Et on se retrouve face à un gosse de CP ou de CE1 qui a juste dit bouffeur de porc, et il se rappelle même plus qui l'a dit, en fait, et il ne comprend pas en quoi c'est une atteinte à la laïcité, parce que pour lui, en fait, ne pas manger de porc, c'est même pas un truc religieux. C'est comme manger du chat. Ça se mange pas, c'est tout. Je veux dire, quand ils sont tout petits, ils ont pas la conscience de la dimension religieuse de l'interdit. On leur a juste dit que c'était pas comestible, en fait. C'est des minots, quoi. Et donc, on ne pédagogise pas le rapport. On crée de la conflictualité avec la famille, on crée de la défiance vis-à-vis des familles. Parfois, en plus, on fait un signalement pour atteinte à la laïcité ou séparatisme ou que sais-je encore. Donc, c'est très compliqué. Et ça crée un climat de tension qui est très fort dans les écoles et un climat de suspicion très fort entre l'école et les familles. Donc, il y a de nombreux contenus qui sont investis racialement. Ah oui, il y a ça aussi. C'est que le racisme étant profondément tabou, la race trouve d'autres moyens de se coder pour se signifier. Et donc, il y a des tas de contenus qui sont racialement investis en fait par les enseignants et enseignantes pour signifier l'altérité raciale des élèves. Donc, ça peut être le phénotype, donc les enseignants qui couramment parlent du petit noir, de la petite noire, machin, de leur situation administrative, euh, et l'assignation à l'extranéité encore plus. Voilà, dire ah l'Algérien, bah, le petit Comorien de telle classe et tout. Non, les gamins ils sont français-françaises en fait. Voilà. Le nom, s'il a consonance extra-occidentale, donc ça, c'est un truc qui est beaucoup revenu des enseignants qui disaient Mamadou pour parler des enfants noirs aussi, en disant que les noms se retrouvaient tous, ou appeler les parents d'élèves maghrébins les familles Ben Machin. Oh, c'est encore un Ben Machin. La langue familiale ou la religion musulmane. Et donc les normes raciales, comme ça, elles sont incorporées à l'habitus professionnel des enseignants et enseignantes, et elles relèvent vraiment du racisme institutionnel, donc, dont je parlais tout à l'heure, tel que défini par Damien Traoré, puisque ça se reproduit de manière banalisée, routinisée. C'est vraiment déconnecté de toute idéologie, mais c'est profondément inscrit dans des rapports de pouvoir. Et en fait, il n'y a que 2 des écoles que j'ai enquêtées, j'en ai pas vu ensuite, qui échappaient au moins partiellement au phénomène. Donc une école sous l'effet d'une dynamique d'équipe qui était très marquée par la question sociale, socio-économique. Donc une école où tout le monde est syndiqué, il y a un gros engagement militant, y compris dans des collectifs d'enseignants, etc. Donc ça conduit à une lecture qui est certes dénaturalisée des rapports de domination, mais dans laquelle la question socio-économique, c'est la grille de lecture principale, si ce n'est unique. Donc les enseignants et enseignantes vont tout interpréter à partir des inégalités socio-économiques, ce qui est très chouette et qui dénaturalise, mais par contre, c'est pas pour autant qu'ils vont être capables de voir les processus de racialisation qui sont en jeu dans les écoles. Et l'autre école, en fait, c'est sous l'effet d'une dynamique d'équipe qui est sous l'effet d'une impulsion très forte qui est donnée par la directrice de l'école. Donc cette directrice d'école, elle se définit comme une femme noire. Elle est directrice d'école, elle a le CAFIP, donc elle est formatrice. Donc elle a une forte légitimité professionnelle et pour elle, en fait, la question raciale et l'engagement antiraciste, c'est une préoccupation centrale. Donc à part ces 2 écoles, en fait, bah, pas grand-chose. Donc en fait, la norme scolaire, à l'arrivée, elle se retrouve à être complètement congruente avec les normes raciales. Et l'ordre scolaire est très étroitement articulé à l'ordre racial. Pour autant, la question du racisme dans l'espace scolaire, c'est une question qui fait l'objet d'un très vaste déni. Et quand la question elle est abordée, elle est très souvent résumée à la question du vivre ensemble, dans une perspective vraiment colorblind, à laquelle il faudrait former les publics. Puisque les publics, donc les parents et les élèves, sont les seuls acteurs envisagés et envisageables du racisme. La perspective colorblind, elle va très très loin. Donc, un exemple aussi, mais qui est assez particulier. Ça devait être en 2021, peut-être l'année du Covid, donc avant, ou l'année précédente. Il y avait eu tout un projet qui s'appelait la rentrée en musique. Et donc, l'inspecteur ou inspectrice de circonscription, avec le conseiller musique de circonscription, donc les circonscriptions, c'est des zones en fait administratives, voilà, qui regroupent plusieurs écoles. Devait venir le jour de la rentrée, enfin, voilà, décide d'une chanson, et donc le conseiller musique vient avec un orchestre le jour de la rentrée, on rassemble tous les enfants de l'école et on leur apprend cette chanson. Et c'est la rentrée en musique. Comme je le disais, école très ségrégée, quartier nord de Marseille, toute la circonscription est comme ça, donc toutes les écoles de la circonscription sont tout aussi ségrégées. Titre de la chanson pour la rentrée en musique? C'est un moment où c'est un test, là vous devez me répondre. À votre avis, quelle est la chanson qui a été choisie pour la rentrée en musique? Personne participe à mon jeu là? Je me sens Et hyper faible. attends, on réfléchit. Euh, Je regarde s'il y a des réponses dans le chat. ouais. Je vois 3 messages dans Ils le ont pas chat. fait, non, pas tomber la chemise. Des colonies.
Douce Ah, France. ça, oui, 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 Sardou. Moi, je suis d'accord aussi avec cette Non. proposition. Sardou? Non, Oh, mais c'est le trop truc. gros! Mais non, Ah c'est oui, pas un truc moins Sardou. gros. Douce France. Douce Non, France. Cher pays de mon enfance. non. Non. Les Donc, c'est papiers Armstrong, pas je ne aussi suis gros pas que pa- noir. Sardou, les mais c'est Non, quand papiers c'est même très pas gros, mal. c'est papier. très gros. Les C'est petits Armstrong, papiers je ne suis pas noir. C'est quoi? Armstrong, je ne suis pas noir. de Merde. Nougaro. Ah, Ouais, donc moi, l'école dans laquelle j'ai observé ça, c'était une école avec 500 Armstrong. élèves. Alors après, je les ai pas comptés, hein, les petits. Mais sur les 500, je dirais qu'il y en avait facilement 400 qui étaient noirs. Merde. Et les 400 enfants noirs ont chanté la main sur le cœur. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis Oh. blanc de peau. Voilà, ça c'est Et du la manière de colorblind. légitimer, c'est de dire mais non, puisqu'on veut leur dire qu'on aimerait bien être noir. Voilà, c'est ça. Et de dire, mais de toute façon, en fait, moi, je regarde pas la couleur de mes élèves. C'est une belle chanson antiraciste, donc tout le monde peut la chanter. Voilà. Et donc, du coup, c'est passé, enfin, c'était perçu comme un chouette moment, en fait, par les enseignants et enseignantes. Et personne n'a mesuré la violence que ça pouvait être pour ces enfants noirs de chanter Je ne suis pas noir. Parce qu'il y a aussi un truc de leur reconnaissance et de la reconnaissance de leur expérience spécifique du monde social en tant que personne noire, qui n'est pas l'expérience du monde social et la trajectoire sociale qu'ont les personnes blanches. Ne serait-ce qu'en termes d'expérience du racisme, quoi. Et donc, tout ça pour dire que l'école, en fait, elle se révèle bien plus comme un espace racism blind que colorblind, en fait. Un espace qui est aveugle au racisme plus qu'aux couleurs. Pourtant, en fait, l'analyse des identités professionnelles, elle révèle que cette apparente homogénéité du monde scolaire, elle est en fait traversée par des rapports à la race qui sont individuels, hein, qui sont contrastés et parfois contradictoires. Moi, j'ai identifié 4 profils d'enseignants et enseignantes. Pardon? Ah non. À partir des modes de racialisation qu'ils et elles convoquaient principalement. Donc en fait, ce que j'ai regardé, c'était qu'est-ce qui est racialisé, quel est le mode de racialisation qui est principalement convoqué, et ensuite j'ai essayé de voir si ces enseignants et enseignantes avaient des caractéristiques en commun. Et il se trouve que oui, en fait. D'abord, j'ai identifié un groupe qui était un groupe qui racialisait très fortement la classe sociale, donc qui percevait la classe sociale comme héréditaire, irréversible, et comme la classe sociale aussi comme articulée à des valeurs morales, avec toute la thématique des pauvres qui foutent rien, qui attendent le RSA, voilà. Et donc ce sont des enseignants et enseignantes qui articulent un discours misérabiliste et un désir de sauver les élèves d'environnements familiaux qui sont perçus comme pathogènes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la classe sociale qui est très fortement convoquée comme pivot de l'altérité, même si elle est racialisée, hein, mais pas le référentiel racial. Ces enseignants et enseignantes sont tous des enseignants et enseignantes qui ont moins de 5 ans d'ancienneté dans le métier. Au bout de 5 ans, ils changent de catégorie. Ce qui signifie qu'au bout de 5 ans, soit ces enseignants et enseignantes deviennent très critiques sur la question raciale, soit en fait intègrent, normalisent, banalisent ce référentiel racial. Et donc ça pose quand même la question de l'école comme espace de socialisation professionnelle à la race pour les enseignants et enseignantes. Deuxième catégorie, alors, que j'ai appelée les enseignants ethnologues. Alors tout ça, c'est en référence aussi à la période coloniale. Les ethnologues, les administrateurs ethnologues, c'était des administrateurs, des personnes qui étaient en charge d'administrer les colonies, mais à partir de données dites ethnologiques sur les populations. Alors ce groupe, il est très intéressant. C'est un groupe dont j'en parlais tout à l'heure, qui fait de la racialisation des élèves une affirmation de l'expertise professionnelle et qui produit un discours pseudo-scientifique qui fait de la race un savoir coupable. Le savoir coupable, c'est ce truc de Hughes, en fait. Ce sont des savoirs qui ne se partagent qu'entre pairs parce qu'on sait qu'en dehors de ce monde professionnel, en fait, ça serait mal perçu et très critiqué. Donc, c'est des enseignants qui vont dire, et là, c'est volontaire, le masculin, les Turcs, d'un point de vue ethno-linguistique, c'est compliqué, ils entretiennent un mythe du retour au pays, ta 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 ta. Ce sont des enseignants et enseignantes qui revendiquent une très forte proximité avec les publics. Par exemple, des enseignants qui vont me dire bah moi, les mamans d'élèves, je leur fais la bise, ou oui, à la kermesse de l'école, j'ai dansé avec une maman d'élève, etc. Et qui font de cette proximité comment dire, le critère de validité de leur discours. Uniquement des hommes, uniquement très expérimentés, et uniquement avec des postes qui les légitiment, c'est-à-dire des directeurs d'école, des enseignants qui ont le CAFIP, etc. Ça, c'est un vrai problème parce que ça fait de leur discours un discours normalisateur. C'est un discours, en fait, qui vient banaliser le référentiel racial. Et je pense que ce sont ces enseignants-là qui ont un effet sur ma première catégorie et qui fait switcher, en fait, ma première catégorie. Un autre groupe d'enseignants qui sont les enseignants et enseignantes républicains, républicaines, qui vont investir racialement les valeurs de la République pour construire l'altérité des publics. Avec l'idée que tout ce qui est fémonationalisme, racialisation du sexisme, incompatibilité de l'islam et de la laïcité, etc.
Et enfin, un groupe d'enseignants et enseignantes qui se sont qualifiés de déconstruits. J'ai repris leur catégorie d'enseignants et d'enseignantes qui me disaient: «Il faut déconstruire tout ça» ou «Moi, j'essaie de me déconstruire un peu» et cetera. Qui sont des enseignants et enseignantes qui sont capables de réflexivité sur leur propre racisme, et qui affirment le rôle de l'institution dans la production d'une discrimination raciale des élèves minoritaires. Pas forcément des enseignants et enseignantes qui ne vont jamais, dire ou avoir de catégorie raciste. Et ça, j'ai envie de dire: «Mais c'est normal». Le racisme, enfin la race étant une norme, on est toutes et tous construits là-dedans. Typiquement, un enseignant qui me parle d'une élève, il me la décrit comme gitane en entretien, et puis il me parle aussi du frère de cette élève, et il me dit que les parents, bah, voilà, ils ont beaucoup, encouragé la carrière, la trajectoire, enfin le le cursus, la scolarité du petit garçon et pas de la fille. Il me dit: «Voilà, les gitans, ils encouragent plus les garçons que les filles». Il me fait: «C'est comme ça chez les gitans, c'est la culture gitane». Et 20 minutes après, il me fait: «En fait, tu sais quoi? Tout à l'heure, je t'ai parlé de la culture gitane et tout, mais c'est n'importe quoi ce que je t'ai dit parce que en vrai, bah, c'est genré et le patriarcat, bah, c'est universel, quoi, c'est pas les gitans donc en fait, tout à l'heure, je t'ai dit une grosse connerie raciste». Et il me le formule comme ça, il me dit: «Tout à l'heure, je t'ai dit une grosse connerie raciste». Bon, bah, lui, c'est un enseignant que je mets dans la catégorie des déconstruits. Hem Et en fait, je vais conclure là-dessus. L'utilité sociale et tout, ça a un petit côté prétentieux, donc on va laisser tomber parce que je vois que ça fait quand même longtemps que je parle. Mais pour conclure quand même, j'ai envie de dire qu'au-delà de cette typologie et même indépendamment de cette typologie, les situations de difficultés professionnelles, elles sont apparues comme des situations de forte saillance de la race. Autrement dit, quand tout va bien à l'école, finalement, la racialisation est plus ténue, moins affirmée, moins saillante. Quand il y a des grosses difficultés professionnelles, là, par contre, le référentiel racial et les processus de racialisation jouent à plein. Donc un exemple, c'est, un de situations comme ça qui montrent comment ça fonctionne. Un père qui rentre dans l'école, il y a un conflit, il prend un couteau, à la cantine. Bon, il se trouve que c'était un couteau, les couteaux d'élèves, là, couteau à beurre, c'était pas très dangereux, mais bon, symboliquement, c'est vrai que c'est très violent. Grosse altercation, la police intervient, hem, neutralise, je sais pas, arrête le père d'élève et donc il est embarqué par la police. Donc il n'y a plus de danger. Mais les enseignants et enseignantes sont choqués, ce qui se comprend totalement, hein, et décident de faire valoir un droit de retrait. Ah, je vois qu'il y a des messages. Donc d ah oui, non, je voyais qu'il y avait des triggers. Je suis désolée Mélissa, je sais pas comment atténuer ça en fait. Mélissa dans le chat qui dit qu'il y a trop de triggers. Bon je ah OK, bon OK, je suis pas désolée donc. Quand même un petit peu mais On donc peut voilà, on peut garder ça, pour le moment parfait. des Ouais. questions. Pour l'instant, conclus Ouais, je et conclus. voilà. Bah, le fait est que donc du coup, il y a plus de danger grave et imminent, ce qui est la condition pour faire valoir un droit de retrait, mais les enseignants et enseignantes sont très choqués et disent que voilà, c'est, symptomatique en fait de conditions de travail qui sont très difficiles, d'une grande violence dans l'exercice de leur métier et cetera, et décident de faire une sorte de manifestation, très visuelle quoi, un peu comme une flash mob, je sais pas si c'est le bon terme, et la proposition qui est faite, c'est de se couvrir de sang de porc pour quand même faire une image très visuelle, mais garder les parents à distance. Le présupposé qu'il y a derrière ça, c'est quand même que les parents en voudraient aux enseignants de se mobiliser pour dénoncer leurs conditions de travail, alors que les parents étaient très solidaires de l'équipe enseignante. Et les parents sont signifiés à partir de ce truc racial qui est, enfin une racialisation du religieux, quoi, qui est, bah, ils sont musulmans, donc on va les garder loin de nous, on va se recouvrir de sang de porc. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, la particularisation des écoles, hyper paupérisées par le droit, puisque c'est le droit qui les inscrit dans des réseaux d'éducation prioritaires, l'état des locaux, la difficulté scolaire des élèves, difficulté scolaire qui se traduit en difficulté professionnelle des enseignants et enseignantes, fort sentiment de vulnérabilité des enseignants et enseignantes en fait, viennent éloigner ces écoles à la fois symboliquement mais aussi matériellement des écoles dites ordinaires. Et tous ces éléments sont des éléments qui participent à renforcer la difficulté professionnelle des enseignants et enseignantes. Et c'est cette difficulté professionnelle qui se traduit couramment dans les discours en racialisation des publics. Racialisation qui, je le répète, ne repose que de manière très marginale sur une construction idéologique stable. Et cette racialisation, elle permet aux enseignants et enseignantes d'accepter des conditions d'exercice qui sont violentes pour eux comme pour les élèves. Elle leur permet d'externaliser la difficulté professionnelle en la reportant sur les publics, mais elle leur permet également de dédouaner l'institution des difficultés qui sont rencontrées par ses agents. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'activité des enseignants et enseignantes en éducation prioritaire, elle est prise dans une contradiction majeure. D'un côté, ce sont des personnels qui exercent dans des territoires qui sont perçus comme dangereux, dans des locaux qui sont souvent indignes, et face à des élèves dont les qualités scolaires et morales sont mises en doute. Et d'un autre côté, on a l'affirmation des valeurs républicaines, et notamment celle de l'égalité des chances, qui semble démentie par ces conditions d'exercice professionnel.
Et du coup, la racialisation des élèves, dans ce contexte, elle apparaît comme une stratégie de survie professionnelle qui permet d'accepter, ou mieux encore de justifier ce contexte professionnel difficile. En fait, tout le mépris qui est subi par des agents scolaires sous pression, et c'est pour ça aussi que l'exemple de l'intrusion avec un homme armé et d'enseignants qui peuvent même pas avoir l'après-midi pour redescendre, ça relève aussi d'une certaine forme de mépris de l'institution pour ces agents. Et donc tout ce mépris, qui est subi, par des agents sous pression, en fait, il est à son tour dirigé vers les élèves. Et les enseignants, ça leur permet de garder la possibilité de croire, peut-être pas en l'institution, mais au moins aux valeurs de l'institution. Et je vais arrêter là-dessus. Très bien, merci beaucoup Laura pour cette présentation très éclairante. Et j'arrêtais pas de me dire en t'entendant que c'était vraiment passionnant, mais révoltant à la fois. Enfin, c'est vraiment... C'est pire que ce que je pensais à plusieurs égards. Et en tout cas, merci pour la clarté de tes explications. Euh, je vais laisser la parole à notre discutante, Anna Amtran, qui va prendre la parole pendant une dizaine de minutes pour nous offrir une réaction face à la présentation de Laura. Euh, donc, Anan, je te laisse la parole. Ah oui, excusez-moi, fallait que je réactive la vidéo et voilà. Ça va? J'ai une espèce de lumière un peu tamisée. Parfait. Oh, écoutez, déjà Laura, je voulais te dire merci. Merci à vous de m'avoir Oh, invitée. ouais, non, non, franchement, j'ai vraiment hâte de lire l'entièreté. Ça a fait beaucoup écho. Donc moi, je m'appelle Anan Amekran. Voilà, je vais pas revenir sur ma présentation, mais ça a fait écho parce que moi, du coup, on va Tu dire es un pur pro. documentaliste, Je suis c'est ça? documentaliste, ouais. Je suis d'origine marocaine berbère. J'ai grandi en quartier populaire. Mes deux parents sont des immigrés en France et j'ai un rapport avec l'école depuis toujours parce que je n'ai jamais quitté l'école du coup, même si j'ai fait d'autres métiers. Mais en fait, voilà, je suis passée de élève à précaire à titulaire, donc et dans des environnements sociaux assez différents. Donc moi, j'ai grandi en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, qui était Mmh. un mix entre monde rural et monde urbain. Donc j'ai vécu en quartier populaire, mais mes parents étaient ouvriers agricoles. Donc j'ai une expérience du racisme et de l'école et du racisme à l'école dans un environnement où on est clairement minoritaire. Voilà, donc ça a été à la fois, et ça a fait beaucoup écho dans tout ce que tu as dit sur l'école comme lieu à la fois de libération, de construction de solidarité, de savoir, de socialisation pour moi. J'ai adoré aller à l'école parce que ça me permettait de fuir chez moi, de fuir une ambiance qui était parfois lourde, d'avoir des amis, enfin voilà, tous les bienfaits de l'école, d'avoir des super profs, etc. Mais l'école, ça a aussi été un lieu où c'est là que j'ai fait les expériences racistes les plus douloureuses. Mmh mh. Et du coup, pendant que je parlais, je me suis dit, mais il faut que j'en parle à ma psy parce que j'y suis encore. Il faut que je me demande pourquoi. Bah, bref, je me suis dit, il faut se casser de là. Et bref, et du coup, cette expérience jusqu'à mes 18 ans, ça a été une expérience voilà, où il y avait aussi beaucoup de racisme. C'est à l'école, en tant que jeune fille, petite fille, parce que d'abord, j'étais dans une école qui était où on était très majoritaire en tant que personne racisée. Donc dans une école REP+. Ensuite, on a changé de quartier populaire mais où c'était des écoles où il y avait un petit peu plus de mixité, qu'elle soit de Ouais. classe ou de race. Et c'est là que j'ai fait mes premières expériences racistes. Et c'est là que j'ai commencé à développer, par exemple, la honte de mes origines, la honte de mes parents, avec des souvenirs très précis. Ils faisaient des cours sur l'hygiène, parce que moi je suis née dans les années 80. Donc Quand même. c'était le début de... Enfin voilà, ça faisait 10 ans à peu près que l'immigration, était devenue une immigration familiale. Et du coup, on avait beaucoup d'interventions hygiénistes. Et donc, je me souviens de cette intervention autour des bains, tout ça. Et nous, on était là, entre rebeux, tout ça. On était là, nous, en fait, on fait toilette tous les jours, mais le bain, c'est genre comme le hammam, quoi. C'est une fois par semaine. Et du coup, j'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Si honte de ma vie, parce que du coup, les élèves blancs nous regardaient, et même l'intervenante nous regardait en mode, mais vous êtes sale. Et du coup, ça, voilà, c'est un exemple de trucs que ça crée des tensions avec les parents. C'était pas une ville de gauche, hein, voilà, c'est pas le 93 ou donc il y avait pas une grosse culture syndicale, donc on subissait beaucoup de mépris
voilà, de fait de devoir dire que nos parents étaient au chômage, de pas avoir d'argent pour payer les sorties scolaires, et cetera et cetera. Et puis il y avait beaucoup de jugements et au collège, ça a été encore plus fort et ça je l'ai parce que c'est un collège où il y avait vraiment REP d'un côté les gamins qui étaient en REP quoi, donc, Ouais. en gros, on était une forte majorité d'Arabes et de Turcs et de l'autre côté, c'était des élèves d'un milieu social très favorisé. C'est-à-dire que on était vraiment dans de la bourgeoisie, alors pas la haute bourgeoisie intellectuelle, c'est Brive-la-Gaillarde, mais et ça a été pareil une expérience. J'ai vraiment découvert la lutte des classes, quoi. Et par Ouais, ailleurs, ouais, c'était la lutte des classes. Les classes ouais, étaient ouais, c'est ça. différenciées en fonction. Mais Donc, ça, au collège, moi, moi, j'étais c'est au bonne collège élève. que j'ai su que j'étais arabe. Moi, c'est vraiment C'est au collège ça, ben et voilà. après, j'ai Ben, moi, été je l'ai collège su en très changeant de bourgeois quartier, je l'ai su au collège. et Et du coup, en plus, j'ai su que j'étais arabe parce qu'on nous a mis parce qu'on était bonnes élèves, moi et mmh, mes sœurs. Enfin voilà, il y avait toujours ben voilà, il faut bien que la carotte de la méritocratie marche. Donc, on était quelques ouais, élèves, on va dire, qui étaient brillants suivant les critères scolaires. Donc, moi, on m'a forcé à faire du latin. Donc, je me retrouvais dans les classes de troisième A, quatrième A. Ça, c'était les latinistes. Et après, il y avait tout. Voilà, on savait qu'il fallait pas aller en quatrième F. Alors, en même temps, c'était nos mmh, potes, mais du coup, ils nous ont détestés. Enfin, bref. Donc, la racialisation, oui, moi, c'est pas une découverte. C'est quelque chose que j'ai toujours découvert. Et par ailleurs, ça a toujours été dans les environnements qui étaient hostiles, où on n'était pas majoritaire, en fait. Ça a toujours été une fierté de revendiquer mon arabité, meuf de quartier, mmh, etc. mmh. Que ce soit en termes de culture ou en termes de ouais, aussi de ce qu'on peut apprendre aux profs, quoi. J'ai un exemple, fête de l'école, la maîtresse voulait absolument nous apprendre la danse traditionnelle de la Corrèze, bon, si elle veut. Elle voulait qu'elle nous apprendre plein de danses, c'était super, mais en fait, on a dealé avec elle. On a dit: «OK, mais on veut faire, East 17, on veut danser sur du Par rap et contre, tout». et Ouais je et du suis coup, ça a été vraiment un gros, désolée, excuse-moi, Anan, oui. c'est juste, est-ce que tu pourrais juste, euh, en terminant ton histoire, lancer peut-être deux ou trois questions pour que on Ah, ait un j'avais petit pas peu de com temps pour oui, les t'inquiète questions? pas. Voilà, je voulais juste réagir sur, ça en Voilà. disant Oui, 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 qu'effectivement, bien sûr. c'est Donc juste voilà. essaye de conclure, comme ça on a la parole aux autres aussi. Ah OK, moi, j'avais compris que je pouvais parler pendant 10 minutes. J'avais pas compris. Ah oui, j'avais compris ça aussi, que tu parlais Ouais, pendant 10 minutes. c'est ça. Donc Moi, j'étais mais je là vais pour juste t'écouter 10 minutes. non, c'est pas grave. De toute façon, je pense que Laura, toi et Non, moi, faut aller boire un café. mais je pense aussi, ouais, mais parce Oui. qu'en plus, Bon bref, en tout c'est cas, voilà, vraiment chouette l'école, c'est quand un ces vrai lieu choses-là de voilà, s'incarnent. de côté des élèves, c'est un vrai lieu de socialisation et du coup, moi, quand je suis devenue, bah, voilà, je suis devenue, MISE à l'époque et surveillante pour payer mes études parce que, ben non, l'école n'est pas égalitaire et que les inégalités, elles continuent même à la fac. Et en fait, là, j'ai découvert les profs je les ai vus, quoi. Et franchement, j'ai flippé. Je me suis dit: «C'est pas possible». C'est un environnement qui est très hostile, qui est très raciste, qui est très entre soi. Mais bon, après, beh, il faut bien faire un travail, donc je l'ai fait. Mais sauf que là, j'ai changé de région, je suis allée en région parisienne et effectivement, en Île-de-France, la composition sociale, en salle des profs, c'est pas la même que dans la ville d'où je viens. Il y a plus de collègues racisés, il y a plus de mixité. Donc c'est un endroit où je me suis un petit peu plus épanouie. Mais il n'empêche que les questions raciales, elles ont été prégnantes tout le temps et on va dire que dans le contexte que tu as très bien présenté sur, l'école, dans un contexte où, il y a des attaques de tous les côtés, sur les moyens, sur l'état du bâti, dans tous les retards qu'on a en fait, vis-à-vis de l'école, c'est rajouter un discours idéologique qui en fait a renforcé, moi mon engagement antiraciste parce qu'il y avait pas le choix. C'est-à-dire que et ce que je veux préciser aussi, moi tu as parlé des personnes déconstruites. La, mmh, la personne, enfin pour moi les personnes qui ont été les plus, à la fin on va dire la plus grosse déception et la plus de violence, ça a été justement sur ces collègues qui se disent déconstruits et dans une période de répression Ouais, et tout ce que tu as dit ah, sur les dysfonctionnements qui vont casser les collectifs, ben moi, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que même des collègues déconstruits ont pu, en fait, pour pas perdre leur boulot, pour ça. pas se remettre en cause, pour pas perdre leurs privilèges, hein, qu'ils soient individuels dans l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes ou collectifs ou professionnels, ont pu, d'un coup créer l'image de la mauvaise arabe non intégrable, celle qui vient leur mettre le nez dans leurs, incompétences, dans leurs, violences et du coup, la répression, ça a été un sacré morceau parce que, les processus de répression sont pratiquement tous racialisés. Ah mais oui. Même si c'est des Oui, collègues blancs, on va leur reprocher de pas avoir, défendu la loi sur la laïcité, on va leur reprocher d'être wokistes, on va leur reprocher et alors du coup, en quand fait, en on leur plus reproche le passage à l'ennemi, en fait. c'est ça, mais en plus d'être, quand tout ton corps représente ça,
Voilà et du coup, beh, donc toute ma vie, c'est ça. J'étais peut-être très bonne élève, mais pas intégrable à la République et d'ailleurs, c'est le reproche principal, ne respecte pas les valeurs de la République. On m'a décrit vraiment comme, une fi enfin voilà, quelqu'un d'extrêmement violent, qui terrorisait et jusqu'à maintenant, j'ai ce tampon sur la tête. Donc là, j'ai changé de région, je suis à Marseille du coup, donc je Ah, mais m'intéresse tu pas à à ce que tu Marseille? disais. Ouais, ça y est, je suis à Marseille Ah avec putain, ma moi j'ai grandi à compagne. Paris. Ah mais Bah, super! ouais, donc nous, Mais on habite au quartier nord, donc on mais découvre, attends, ouais, tu c'est où autre dans les chose. quartiers nord? Parce que moi je suis dans le 13e. 15e, 16e, on OK. est et voilà, donc on découvre aussi on découvre aussi un environnement qui est plus blanc en salle des profs, ou en salle des maîtres, parce que ma compagne, elle est professeure des écoles et OK. c'est vrai que c'est important qu'il y ait des thèses comme la tienne, en plus qui est, on va dire, reconnue, validée, tout en étant très, dans l'insolence de ce qu'on nous reproche, tu vois? Parce que nous, ça nous donne des armes en interne pour faire changer les mentalités. Donc, Mmh mh. j'ai mis des liens sur la pédagogie antiraciste qu'on peut mettre en place. Il y a des commissions antiracistes aussi qui se créent dans les syndicats et franchement, c'est pas sans violence. Ouais, ouais. Voilà, moi je suis à Sud Éducation, donc voilà et je Bah, rappelle ce que tu aussi disais une sur ch les blancs déconstruits. Moi je voilà, trouve que Sud Édu, c'est des blancs parfaits. il faut rappeler que tout le discours sur la laïcité, les personnes qui ont été les plus offensifs avant que ce soit l'extrême droite, ça a été l'extrême gauche, c'est-à-dire les Voilà. premières à faire sur le voile et du coup ça, il y a un peu quelques restes, même s'il y a des collègues qui évoluent et moi le truc le plus difficile que je vois, c'est vraiment le truc du white savior, celui qui vient et vraiment des collègues disaient des moi ça me heurtait, disaient des mots comme: «Je prends mon bâton de pèlerin» et cetera et du coup, pour moi, la grande leçon, c'est aussi comment on fait pour apprendre de la composition sociale dans laquelle on est, raciale, et cetera. Et du coup, de pas juste être en entre-soi qui pense qu'il est en train de faire un bon travail et sauver le monde et d'être les meilleurs profs, mais aussi d'apprendre des élèves, de leurs parents, valoriser nos cultures, valoriser nos histoires politiques, militantes. Et en fait aussi que les profs et les personnels éducatifs se disent qu'ils sont pas des produits finis et qu'ils peuvent apprendre toute leur vie, y compris avec les publics qu'on a. Donc moi, c'est un peu les pratiques que j'ai développées et ça fait aussi partie des choses qu'on m'a reproché, dans les rapports de pas vraiment respecter, le projet d'établissement, des trucs alors qu'en fait tout était, nickel quoi. Vu que la République est antiraciste, laissez-moi faire de la pédagogie antiraciste, mais ils Mmh. sont pas cons et ils veulent, un antiracisme qu'ils peuvent contrôler et dès que ou un anti, lutte LGBT contrôlé, enfin voilà et comme moi, beh, du coup, je suis arabe, lesbienne, maman, la totale, il y a tout de suite eu Ah un mais tu soupçon. cherches aussi, tu Ouais, je cherches. cherche, mais il y a eu un soupçon que je venais pas là pour faire de la pédagogie, mais je venais là pour faire de la politique et du coup, Oui en et en fait, je pense que c'est ça conclusion, le voilà, problème. c'est ça. En conclusion, je pense que et encore plus avec Parcoursup, il y a un tel niveau d'exclusion sociale des élèves des quartiers populaires, le discours sur la réussite scolaire, il est de plus en plus difficilement tenable quand on sait qu'un élève sur 2 va se retrouver sans rien et que du coup, il y a besoin de contenir, les quartiers populaires et leur expression politique et alors qu'en plus des personnes racisées ou de nos milieux arrivent dans l'éducation nationale, c'est comme le truc du trouble dans le genre de Judith Butler, on trouble la classe quoi. On trouble la classe, on trouble la race et du coup, beh, pour nous les premières lignes et les pionniers, on va dire, c'est extrêmement violent. Voilà, Mmh. donc je sais que Nora aussi l'a vécu. Donc voilà, donc moi aussi ça a été un peu trigger. Je me suis dit: «Putain» et en même temps c'est très libérateur. Donc voilà, je j'ai pas vraiment de questions, j'avais pas trop compris qu'il fallait que je te pose des questions. Donc voilà, Tu on va prendre brillais, les hein? questions des gens. Ouais, voilà. Mmh. Non, non, mais c'est pas grave, on va prendre les questions des gens et puis, beh, j'ai hâte de te rencontrer aussi, Bah ouais. et merci à la Calab pour l'invitation et tout le soutien aussi qu'on a reçu, parce que je suis au collectif Sois prof et tais-toi, donc c'est quelque chose qui vient renforcer, notre expérience, quoi. Donc voilà, merci à vous tous et toutes. Sophie a levé la main, donc vas-y, à toi. Oui, alors dans l'espoir que vous m'entendiez, parce que je sais pas si Oui, ma oui, beaucoup mieux que tout à l'heure. alors merci, énormément Laura et merci à toutes les 2 parce que je trouve que, vous faire intervenir ensemble, étoffe énormément en fait votre propos. C'est vrai que Laura, toi, tu as particulièrement parlé de la racialisation et du racisme, vis-à-vis des élèves. Mmh Et mh. avec, l'intervention de Hanan, bah, on a aussi la problématique, du racisme envers les collègues racisés qui sont minoritaires et ça fait évidemment partie du problème et moi je rejoins complètement, ce sur quoi tu as fini Hanan, c'est-à-dire le fait que, bien sûr, c'est d'abord les personnes racisées qui sont, en ligne de front et qui se prennent, toute cette violence, sous des formes très diverses, parfois un peu perverses, parfois, voilà, un peu insidieuses.
Mais en creux, il y a aussi cette question des pédagogies antiracistes et je pense que là, il y a un vrai levier, il y a vraiment quelque chose à construire, collectivement et à construire, je pense, à la fois à partir d'un travail très documenté et analytique comme celui que tu nous as fourni ou dont tu nous as donné un aperçu, Laura, et aussi, à partir de l'expertise des enseignants racisés comme Hanan qui essayent justement de mettre en place d'autres types de pédagogie. Donc j'ai l'impression que vous nous fournissez toutes les 2 déjà énormément de matière, en fait, pour aller dans l'élaboration peut-être plus thématique de quelque chose comme, des pédagogies antiracistes et qui rejoint je voulais en parler tout à l'heure, mais, ce Oui. bouquin qui a été, publié par Sudédu, qui est déjà une première étude, c'est un premier jalon, c'est pas la fin des choses, mais je trouve que c'est ça Non, mais a c'est déjà déjà le vachement mérite bien, hein. d'exister ouais et auquel justement, Hanan, tu as contribué et moi, ce qui m'a frappée, par exemple, Ouais. dans, là-dedans, c'est que, hem et évidemment, on le vit toutes et tous, c'est encore une fois cette espèce de d'inconscience de la part des professionnels. C'est-à-dire, c'est tellement ancré que, dans l'éducation nationale, les professeurs ne sont non seulement, pas racistes, mais en plus, ils sont antiracistes C'est surtout ça, et ouais. en fait, arriver à c'est tellement fort, en fait, que la moindre petite, interrogation ou le moindre petit questionnement qui pourrait venir un petit peu, saper ces espèces d'évidences collectives, produit des réactions, qui sont, affectives, en fait, qui empêchent toute discussion rationnelle parce que tout de suite, on a l'impression qu'on culpabilise les gens, on culpabilise les collègues, et on n'arrive pas à avoir un discours, raisonné, d'adultes qui parleraient sur, qui parleraient pédagogie, par exemple. Mmh Juste mh. ça. Donc voilà, c'était pour, et vraiment merci beaucoup, Laura et merci à toutes les 2. On a une question d'Agathe. Est-ce que tu as Ah, j'entends pas. Ah, il y a Samy que ça a quitté. Il y a Ah, une je la vois. qui était est-ce que Secondaire, non, pas du tout. J'ai fait que l'école primaire. oui, bon, ben, c'est pareil, je pense, voire pire. Je pense Je que c'est pareil avec des configurations un peu différentes quand même sur certains trucs. C'est que, en fonction des matières, la l'école primaire, c'est un corps qui est très, très blanc. Le corps enseignant de l'école primaire, très, très blanc. Dans le secondaire, je pense qu'il peut y avoir plus de variations en fonction des disciplines. Typiquement, lettres classiques, philo et tout, tout ça, c'est très blanc. Mais donc dès qu'on va sur sciences éco ou maths, il y a plus de mixité raciale et lycée pro, lycée général, c'est encore différent. Donc du coup, ça donne pas lieu aux mêmes configurations et puis en plus en primaire, ouais, les ségrégations sont pas exactement les mêmes en fait, par rapport au territoire et il y a beaucoup plus tout le monde en fait en primaire. Le collège, il y a déjà un premier tri entre ceux qui vont en SECPA, ceux qui, donc je pense que c'est globalement la même chose. Hem, à ceci près qu'aussi, en primaire, les enseignants et enseignantes sont avec leurs élèves toute la journée. Donc il y a aussi, des espèces de relations affectives qui jouent très fort et le rapport aux parents n'est pas les mêmes. Les rapports aux parents ne sont pas les mêmes. Les parents, on les voit tous les jours en primaire. Ils sont au portail, on discute, on donc il y a aussi toute une série de mise en surveillance des parents d'élèves qu'on ne retrouve pas dans le collège. Par exemple, en primaire, ça c'est un article que je suis en train de faire sur l'école comme espace de normalisation des mères. En primaire, il y a tout un truc de le rituel du comptage des mères d'élèves qui portent ou ne portent pas le foulard et depuis quand elles le portent et cetera, qu'on ne va pas voir au collège. D'autant plus que les enseignants et enseignantes ne sont pas à l'entrée du collège, c'est, les les AED qui font ça. Il y a aussi, des relations de proximité avec les parents qui sont pas les mêmes et donc du coup une tentative d'éduquer les parents, à la fois directement, mais aussi via les enfants. Donc je pense que globalement les grands traits sont les mêmes, mais que les processus et les stratégies ne sont pas les mêmes. Je sais pas si c'est clair mon truc. si moi je peux réagir très rapidement, parce que du coup ma compagne est en primaire et moi je suis en secondaire, donc Ouais. j'ai fait collège, lycée. Bon après c'est très particulier parce qu'on a vraiment fait toute notre carrière dans le 93. Dans le 93, au niveau des ma compagne fait la différence, elle vient d'arriver là dans les quartiers nord à Marseille. Mais en professeur des écoles en région parisienne, il y a beaucoup de plus en plus de collèges qui Mmh. arrivent parce que Ouais. voilà, le niveau aussi,
Enfin, voilà, il y a plus de postes, il y a plus de Ouais, possibilités d'avoir des postes. En région, à Marseille, elle a vu que c'était beaucoup plus mixte, il y avait plus d'hommes, elle voit, elle hallucine, quoi. Elle m'a dit: «Putain, je suis la seule racisée, de l'école, il y a ouais, une rebeu, c'est un truc de fou». Dans l'école de ma fille, les racisés sont minoritaires aussi. Mais bon, voilà, il y a une bonne dynamique d'école, voilà, c'est cool. Et dans le secondaire, c'est vrai que moi, le truc le plus frappant pour moi, c'est la division au lycée, entre lycée général et lycée pro. Il y ouais. a des établissements où en lycée pro, c'est exclusivement, des enseignants, racisés qui sont là. Et après les matières générales, Peut-être pas effectivement. sur les matières générales, tu vois? Tu vois, les trucs genre, lettres, histoire, géo, lettres, anglais, là, il y a moyen que ce soit beaucoup des blancs. De plus en plus en matière générale et justement, c'est aussi les collègues de matière générale qui arrivent avec un bagage, antiraciste parce que toute leur vie, ils ont vécu le Ouais. racisme, dans l'institution scolaire et c'est un peu eux qui viennent, troubler la fête. Parce que, Mmh. moi, un des trucs, le plus raciste que je vis dans l'éducation nationale, de collègues, hein, même des collègues syndicalistes, c'est: Mmh. «Ah mais, vous êtes racisés, vous êtes pas d'accord». Moi, cette phrase vraiment, elle me flingue. Genre, je dis: «Bah, en fait, on a des opinions politiques différentes». Ouais, Genre, voilà et du coup, encore plus quand on est, on va dire qu'il y a des équipes dans les il y a des clans, on va dire, dans une salle des profs, une salle des germes, une salle des profs et qu'en général, l'équipe syndicale, elle est c'est un entre-soi très blanc et de plus en plus, il est en train de se raciser et du coup, ça crée des tensions et malheureusement, beaucoup de collègues, racisés qui sont en lycée pro, souvent, ils ont eu une expérience professionnelle. Ils sont profs, il y a un statut social, il y a une reconnaissance de leur famille. Souvent, ils vont pas élever que leurs enfants. C'est l'argent, il va servir à leur famille en France, à leur famille au pays, et cetera. Et donc, voilà, ça peut être des collègues avec lesquels on peut avoir des désaccords syndicaux qui vont accepter beaucoup d'heures sup, et cetera. Et du coup, il y a 2 voies. Il y a voir le truc de manière, bête en mode: «Ah, c'est des réacs». Et que du coup je trouve raciste, ou moi qui essaie à chaque fois de dire aux collègues: «Mais attendez, ces collègues, ils ont une charge familiale de dingue». Donc au lieu de leur rentrer dedans en leur reprochant, de prendre que les heures sup, les traiter de droitards et tout, peut-être qu'il faut faire le tri. Il y a peut-être des collègues, que c'est pas le cas et que on va les retrouver sur d'autres luttes, par exemple la régularisation des élèves, et cetera. Et du coup, c'est un environnement, y compris, syndical. Quand vous regardez les photos, par exemple, du plan d'urgence 93, regardez les photos des des luttes, franchement, ça correspond pas du tout aux élèves. Et le fait de formuler ça, ça crée une crispation des collègues et en fait, c'est à partir du moment où on pose le problème, on devient le problème et nous, au lycée Angela Davis, on l'a vécu parce qu'on était plusieurs collègues racisés dans les mmh. syndicats, dans les équipes syndicales et quand on a demandé des moments de formation, de non-mixité racisée et cetera au lycée, c'est pas ça il y a eu des trucs de ouf, genre: «Oui, OK, le jeudi de 8 à 9, mais vraiment, est-ce que c'est la priorité?» alors que quand il y avait, un groupe, antisexiste qui s'est créé au lycée, ça a posé de problème à personne, quoi. Genre: «Mais bien sûr, les femmes, allez-y» et par ailleurs, on était au sein du lycée Angela Davis, c'est grâce au contact que j'avais dans le milieu LGBT qu'on a eu son contact pour qu'elle donne l'accord pour le nom et quand elles ont monté leur groupe féministe, elles nous ont pas invité les meufs racisées, alors qu'elles faisaient le leur groupe non mixte dans le CDI parce qu'elles trouvaient qu'il était très chouette et qu'il était très décolonial. Moi, j'étais là, mais c'est du foutage de gueule. Donc avec notre collègue, on a boycott, on a dit: «C'est mort, quoi» et du coup, après on nous l'a reproché: «Vous êtes exclus» et cetera. Non, en fait, c'était pas l'environnement dans lequel on se sentait bien et voilà et du coup, ça a été, ouais, ça a été difficile, comme expérience mais du coup, maintenant, je suis contente que vous ayez parlé du livre. De plus en plus de personnes prennent la parole. Il y a ta thèse, il y a ce livre. Il y a aussi l'association LALAB, qui est une association de femmes Ouais. féministes qui a fait plusieurs articles sur le racisme en salle des profs, notamment autour de la laïcité. Il y a le CCIE, enfin voilà, il y a de plus en plus de Il y a un super article de Fabrice Dume voilà. et Samuel, je sais plus comment, Mmh. sur, l'expérience professionnelle des personnels racisés. Mais là, moi, pour moi, le jalon pour que ça change, il y a plein de jalons, mais en tout cas, moi, à mon échelle, celui qui a été le plus difficile, on va dire les ennemis de l'institution, c'est les ennemis de l'institution, ils changeront pas, ils changeront Oui, de force, quoi, voilà, comme tous les droits qu'on a acquis. Mais pour moi, le jalon, c'est vraiment le jalon, de la gauche, parce ils ont déjà une sensibilité sur les questions économiques, mais par contre, à partir du moment où ils vont pas accepter de se dire: «C'est pas parce que j'ai pas dit sale arabe à quelqu'un, que je l'ai pas écrasé avec une voiture, ou voilà, que je suis pas raciste» et qui comprennent les mécanismes sociaux, qui comprennent toute la mécanique en cours. Et ça, pour moi, le biais syndical, c'est un des biais qui est important ou le biais organisationnel comme aujourd'hui. Des gou et ça touche le monde universitaire parce que ouais. ce qui fait peur, c'est d'avoir un gouvernement à la Trump et la chasse aux wokistes, elle a déjà commencé. Nous, on est fichés, voilà. Moi, quand je viens dans un nouvel établissement scolaire, ils savent. Ah, ben c'est la woke, c'est celle qui
Et j'ai envie de dire, et quand bien même, moi, en tant qu'élève, Oui. les collègues qui m'ont fait le plus de bien, quand j'étais élève, moi, dans mon environnement raciste, les collègues, les profs dont je me souviens avec le plus d'émotion, c'est les profs qui m'ont pas prise pour une animale et qui m'ont laissé Oui. exprimer mon sentiment d'injustice, animer le club journal, m'investir dans Alan, tu captes ce que tu dis? Comme ouais, c'est violent. Les profs qui m'ont fait le plus de bien sont ceux ouais, qui ne m'ont pas prise pour un animal. c'est Genre, ça, ce qui t'a fait du bien, c'est être traité comme un être humain. c'est ça, et ils ont accepté ma Non, révolte mais aussi. tu vois, non, mais tu mesures le truc? Ouais, À quel bah, moment, en fait, ça doit être exceptionnel d'être traité comme un être humain? moi Enfin, je veux dire, j'étais ça raconte un problème qu'on Mais puisse dire c'est de très manière honnête et c'est désinvolte. mais moi j'avais un truc différencié parce que Non, comme mais j'étais excellente élève, ils pouvaient pas me foutre en conseil de 10 ou quoi. C'était mon insolence et du coup, les bons profs, c'est ceux qui avaient des pratiques pédagogiques alternatives, qui, comprenaient le milieu social dans lequel on était et qui nous ont et pas juste pour la réussite individuelle quoi, qui nous ont donné des espaces collectifs et donc quand bien même on crée des espaces collectifs avec nos élèves, je veux dire, surtout en lycée, je veux bien, au CP, je veux bien, mais au lycée, surtout cette nouvelle génération, c'est des élèves qui ont des référentiels antiracistes et ils nous dépassent largement depuis longtemps. Je j'aurais voulu poser une Il question. reste 12 minutes et 2 Ouais. questions. Mélissa Heu, et Où est-ce Célina. qu'on peut trouver ta thèse, Laura? il suffit de m'envoyer un mail et je la renvoie. Normalement, elle est sous Ah, embargo, donc elle OK. est pas censée être en ligne, mais il suffit de m'envoyer un mail, j'ai mis mon mail dans le chat et je vous l'envoie. Enfin, je suis, en fait, je suis atterrée par ce que j'ai entendu. Je pense que alors du coup, je vais parler, voilà, mon nom de famille, c'est, enfin mon nom, c'est en fait mon mari, c'est Jabran, donc voilà. Mais, à la base, je m'appelle Vieilleville, donc tu vois, c'est voilà, pur beurre, quoi. Et en fait, je pense que, il y a des choses que pour comprendre, on doit vivre. Donc je pense qu'aussi qu'il y a une part, du déni qui est liée à ça. Je parce que dans tous les exemples que tu as donnés qui sont extrêmement parlants, je pense qu'il y a quand même des choses, il y a le racisme du quotidien dont tu as parlé, toutes les choses qui passent à travers la parole et puis, les choses qui viennent, d'un certain nombre de préjugés, qui véhiculent, et qui ça sont quand même des choses qui normalement devraient, être plus facilement traitées, on se rend plus facilement compte, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses au niveau du comportement dont on n'a pas forcément conscience, tout simplement parce que, on n'a pas vécu, et donc on se rend pas compte. Donc je pense que, du coup, effectivement, donner des exemples comme tu l'as fait, c'est, déjà, quelque chose qui peut permettre, des prises de conscience, voilà, heu, Il nous reste, d'autant plus aussi Laure, je te coupe, je m'excuse, non, mais il enfin, nous reste oui, vas-y, voilà, il nous bon, reste 9 minutes. d'autres, veulent, poser des Et ce que je te propose, Laure, c'est que tu poses ta question et on demandera tout de suite à du coup, Mélissa j'ai oublié, et à Daniel de voilà, poser leurs j'ai questions. j'ai Comme ça, Laura, oublié. tu pourras répondre dans la foulée Non, aux non, j'ai oublié, donc allez-y, oui, posez vos questions. donc Mélissa et Daniel ensuite. J'ai pas vu qu'il y avait des gens qui voulaient poser leurs questions. Et merci beaucoup Laura et merci Anan pour votre intervention. Elle était vraiment passionnante. Et désolée pour mon commentaire tout à l'heure, tes triggers, oui, mais hyper important comme discours. Je pose vite ma question. C'était est-ce que Laura, à l'occasion de ton étude, en fait, tu as pu mettre en avant des stratégies cette fois de défense, voire d'autodéfense antiraciste, notamment de la part du groupe d'enseignants que tu qualifiais de déconstruits, je crois, ou de racisés. Et si oui, est-ce que par exemple il y avait comment étaient perçus les éventuels recours, des recours judiciaires en fait Il y a pas eu. contre non, ça c'était un truc qui était, La question judiciaire, non. Ce que j'ai pu voir, c'est, la directrice de l'école dont je parlais, qui elle signalait systématiquement, les pro-racistes. Mais, en retournant la question, par exemple, elle me donnait l'exemple de donc elle est dans un quartier qui est très ségrégé. Il y a une boulangerie, les gens qui tiennent la boulangerie sont noirs. Elle va chercher du pain et le boulanger lui met dans un étui en papier là pour la baguette et 10 minutes après, il y a une collègue qui est blanche qui va chercher du pain et je pense qu'il y avait plus d'étui, enfin je sais pas, mais il lui donne les baguettes comme ça. Et en revenant, elle a fait des remarques à la directrice de l'école, genre: «Oui, bah, toi, il t'en a donné et pas moi parce que, genre, toi, il te préfère». Et elle était là: «Bah, pourquoi moi, il me préfère?»
et à toujours lui poser la question pour que l'autre dise: «Non, bah, parce que toi, tu es noir et pas moi». Oui, voilà, de toujours envoyer la question et et de signaler juste: «Bah, c'est hyper raciste, en fait, ce que tu dis». Voilà et ça s'arrêtait là et quand les Français disaient: «Non, en fait, c'est raciste et on n'en débat pas». Donc il y a eu ça et sinon, en fait, moi, ce que j'ai observé beaucoup dans les écoles alors voilà, il y a un truc particulier aussi avec l'école primaire, je pense, qui est très différent du collège, c'est l'interdépendance des enseignants et enseignantes. Tu es instite, tu dois surveiller les récrés, surveiller le portail, tu te prêtes du matériel en permanence. Si à un moment tu es étiquetée comme l'emmerdeuse de service, Horrible. on fait plus. Donc ça veut dire qu'on te prêtera pas de matériel. Le jour où tu veux faire peinture, si tu as pas de peinture, tes collègues te passent pas de peinture. Le jour où tu veux sortir 5 minutes de ta classe parce que tu as un coup de fil urgent à passer, parce que ta gosse est à l'école et que tu as vu que l'école avait appelé, que ta gosse elle est peut-être malade et tout, tu peux pas dire à la classe d'à côté: «Bah, j'ouvre la porte entre nos 2 classes, check mes élèves». Si un soir tu es de service au portail, donc du coup que tu es censé partir 20 minutes après, mais s'il y a des parents qui sont très en retard ou quoi, en fait, ça peut être 1 heure après et toi ce jour-là, tu as un rendez-vous, tu peux pas dire à un collègue ou une collègue: «Vas-y, on échange, tu me fais mon service aujourd'hui, je te ferai le tien demain». Et ce jeu d'interdépendance tellement puissant fait que, ça a tendance à tasser les conflictualités. Donc moi, ce que j'ai observé, c'est des enseignants et enseignantes qui se retrouvaient entre elles et eux et qui, critiquaient les autres enseignantes en disant: «Ouais, untel, elle est hyper raciste et quand elle a dit ça, c'est hyper raciste» et en surnommer une autre Marine Le Pen, na. Mais du frontal, jamais. J'ai pas vu. Je dis pas que ça existe pas, je dis juste: «J'ai pas vu sur mon terrain» et je l'explique D'accord. par le fait que les relations d'interdépendance sont tellement fortes qu'il y a aussi le truc où il faut tenir professionnellement et il faut tenir professionnellement, comme je l'ai dit, dans un contexte qui est pas facile. Donc bah, Et juste sur le recours judiciaire, c'est un truc qui est même pas évoqué parce que ah c'est mais jamais, impensable? c'est Oui, impensable. Je pense que ça OK, fait même oui, ça fait pas partie du champ des possibles. C'est OK. vrai que ça. Alors, on va prendre la question de Oui, Daniel et on merci finira beaucoup. avec la question de Hanan. Non, c'est pas une question, moi, c'était pour répondre sur son l'autodéfense, mais rapide. Alors Voilà. vas-y. Non, en fait, bon, alors là, c'est ce qu'a analysé Laura, mais en fait, nous, on a plusieurs stratégies d'autodéfense, donc par exemple, de se retrouver entre collègues racisés, pour, débriefer et cetera. Il y Moi, a j'ai eu pas la ça dans les écoles. Ouais, je sais, oui, oui, non, non, mais ma compagne a pu l'avoir, et Ouais, cetera. Le problème, en fait, du recours au juridique, c'est que comme on est fonctionnaire, ça doit passer aussi par la hiérarchie et que tous les signalements, par exemple, sur des questions antiracistes, violences sexistes et sexuelles, et cetera, c'est la loi de l'omerta, c'est la loi du silence et du coup, ça se retourne contre toi. Par exemple, moi, le début de la répression, c'est un mail que j'ai envoyé aux équipes syndicales de mon lycée dans lequel j'étais très intégrée. J'étais tête de liste pour le conseil d'administration, enfin bref. Et c'est un mail où je décris la souffrance des femmes racisées au travail. Ce mail a été donné donc par quelqu'un du syndicat, des syndicats avec lesquels j'ai travaillé à la direction et c'est ce le premier mail qui a déclenché. Voilà, donc on est dans des environnements qui sont très ouais, hostiles. c'est Et en c'est fait, vrai ce que tu dis. et Heu, sur en fait, on est aussi dans un environnement de bons élèves et du coup, ils attendent le bon chef. Donc des fois, ils vont pas se rendre compte qu'en fait, maintenant, la hiérarchie alors il peut y avoir quelques chefs super, mais la hiérarchie, pour moi, c'est des macronistes, ils sont formés à l'école Blanquer et du coup, en fait, c'est des poucaves. Désolée, alors, ils font remonter et du coup, les dossiers sont à charge contre les collègues qui vont poser un problème. C'est vraiment la phrase: «Si tu dis le problème, tu deviens le problème» et le voilà, nous, on en a plein, sur Profit et toi, je vais rendre hommage à la collègue, la directrice d'une école lesbienne, qui était en Auvergne. Elle a fait des signalements sur des violences homophobes caractérisées qu'elle a vécues. On lui a dit de se taire. C'est le ouais, pas et du coup, ce manque de soutien fait qu'elle, voilà, c'est trigger aussi, elle a dû voilà, il y a des gens qui commettent des actes et cetera. Les outils d'autodéfense, c'est comme dans le livre qu'on a fait, c'est la thèse de Laura, c'est le fait de se retrouver et puis en fait, le monde, il change donc c'est sûr qu'on va réussir à au fur et à mesure à faire évoluer le monde. Mais par contre, même s'il y a pas de recours à la justice, il y en aura peut-être, mais déjà de pas rester isolé. Donc il y a maintenant, il y a des commissions antiracistes, par exemple, moi, sur l'éducation, même si c'est dans une région où il y a pas beaucoup de racisés, ils peuvent renvoyer vers la commission antiraciste fédérale. Enfin voilà, de pas rester seul, il y a des collectifs de profs antiracistes aussi. Enfin voilà, de on va les créer nos outils au fur et à mesure pour tenir et après il y a aussi les ressources psychologiques. Moi, je sais que, par exemple, Marie da Silva et toutes les psys, c'est des Ouais. psys racistes qui font du travail sur la charge raciale au quotidien au travail. Moi, c'est des choses qui m'ont vraiment aidé à respirer, à récupérer. Mmh. Donc je conseille. Bon, moi, Voilà. je Merci voudrais, Hanan et peut-être que tu pourras je d'ailleurs nous voudrais mettre dans le chat les quelques références que tu évoquais à l'instant, parce que la CALAF fait partie de ces espaces qui ont envie de créer des outils ou de se saisir des outils existants comme ceux que tu évoquais. Et on finit avec la question de Daniel. Moi, c'est un commentaire et une question, mais ce que je remarque, c'est que
deux cibles particularisées et stigmatisées sont ceux qui sont des victimes du racisme historique, les Algériens, guerre d'Algérie, etc., et ceux qui sont des victimes du racisme que j'appellerais contemporain, les musulmans, avec l'islam étant présenté comme l'ennemi public numéro un. Et je me Oui, demandais si on pouvait approcher la chose à partir du contenu. Alors, je ne connais pas le contenu des enseignements dans l'école primaire, mais dans l'enseignement de l'histoire, ou l'enseignement de la littérature, est-ce qu'on pourrait l'approcher en essayant de développer une discussion sur cette histoire de l'Algérie française et aussi de l'islam faisant partie de la société française? alors, Dernière remarque, c'est la question de la non-valorisation des langues d'origine, alors que le bilinguisme, il est démontré que le bilinguisme est une richesse et développe les enfants. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi mettre l'accent de ce point de vue-là, pour une reconnaissance des langues d'origine, de façon à ce qu'elles ne soient plus stigmatisées? Donc, moi, je alors, parle, autrement il y a dit, plusieurs d'une choses. autre En fait, approche, de contenu. j'ai donné des exemples en lien avec les Algériens, certains exemples en lien avec les Algériens et globalement avec la racialisation des musulmans et les musulmanes et leur constitution en groupe racial. Mais en fait, comme je disais, il y a des formes spécifiques qui touchent la plupart des groupes d'élèves. Euh, il y a un très fort racisme envers les Algériens, il y en a un très fort aussi envers les élèves perçus comme comoriens. Alors dans les écoles, à Marseille, il y a la plus grosse communauté comorienne de France, si bien que les enfants noirs sont désignés comme étant comoriens ou comoriennes. Mais il y a aussi un très fort racisme contre ces enfants qui ne prend pas la même forme, qui ne repose pas sur les mêmes préjugés, les mêmes stéréotypes, les mêmes idées, en fait, les mêmes croyances racistes que pour les Algériens. Mais il y a ça très fort aussi, il y a ça très fort aussi pour les enfants gitans, il y a ça très fort aussi pour les enfants roms. Donc, effectivement, si on peut voir un continuum sur la question Algérie et islam, euh, ça n'est pas... L'islam est central dans les écoles, mais en tant que groupe nationaux, les Algériens ne sont pas seuls. Pour ce qui est du bilinguisme, alors on est encore dans l'éducation nationale massivement sur cette espèce de représentation à l'ancienne qui est que si tu parles pas français à la maison, tu seras nul en classe. Même si la plupart des études en didactique des langues, en linguistique et tout. Oui, non, mais moi je sais hein, que c'est faux, je sais que c'est démontré que c'est faux. Pour autant, les enseignants et les enseignantes portent ce discours. Et ce qui est très intéressant, c'est la contradiction entre le discours et les pratiques aussi des enseignants et enseignantes. Parce que les enseignants et enseignantes tiennent un discours qui est très positif, très valorisant sur le bilinguisme ou le plurilinguisme de manière théorique. Par contre, quand on leur demande d'expliquer la difficulté scolaire de leurs élèves, c'est parce qu'on ne parle pas français à la maison. Euh, et alors oui, je vois comme dans le chat, oui, sauf si l'autre langue est occidentale. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que on n'expliquera pas la difficulté d'un enfant qui parle allemand à la maison, à mon avis, par sa difficulté scolaire, par sa langue familiale. Et très souvent, les enseignants et enseignantes encouragent, c'est ce qui me fait dire ça, leurs élèves, à essayer de parler anglais avec leurs parents ou machin. Où il y a beaucoup... Moi, il y avait 2 enseignantes comme ça enquêtées qui me disaient qu'elles avaient inscrit leurs enfants dans des crèches bilingues. Et donc, du coup, elles parlaient anglais à leur bébé. Voilà. Ce qui laisse penser qu'effectivement, ces langues occidentales sont valorisées et qu'on est bien sur du racisme et pas sur de la xénophobie. Puisque quand il s'agit de parler shimaoré ou arabe, ou voilà, une langue du Sud global, là, pour le coup, levée de bouclier. Et si les enseignants et enseignantes expliquent de manière théorique que c'est génial de parler plusieurs langues, c'est quand même le truc qui sert à expliquer la difficulté scolaire des élèves. C'est ce qui fait toute l'ambivalence en fait du discours sur le plurilinguisme des enseignants et enseignantes. À l'école, il y a une valorisation théorique des langues étrangères et des langues familiales des élèves dans le cadre de journées des langues. Et en fait, ce que fait l'école, c'est qu'elle divise entre la part autorisée et la part interdite de la culture en désignant les manières et les temps dans lesquels la part autorisée peut s'exprimer. Typiquement, dans le cadre des langues, ça va être des journées des langues où on va faire venir les parents d'élèves, leur demander de lire des contes ou d'apprendre des chansons aux élèves dans leur langue familiale ou leur langue d'origine ou leur langue maternelle. Mais quand les élèves utilisent leur langue dans des communications entre eux, entre élèves, on leur reproche de ne pas parler français et que l'école, il faut parler français. Et ça va même Voilà. plus loin, c'est quand il y a des expressions qui sont utilisées, genre Wallah, typiquement Wallah. Les élèves, ils aiment bien le dire, c'est limite de la ponctuation pour eux. Là, non seulement on leur reproche de ne pas parler français, mais si on leur reproche juste de ne pas parler français, ils s'en sortent un moindre mal. Parce que ce qu'on peut leur reprocher, c'est une atteinte à la laïcité. Enfin, ce qu'on peut, non, on ne peut pas, mais c'est ce qui est fait. Donc voilà. Je sais pas si je t'ai répondu en fait. Un Si petit c'est le peu? cas, Laura, on va s'arrêter là. Ouais.
et vous dire un très, très grand merci et je pense qu'on aura envie de prolonger. Il faudra qu'on réfléchisse à quelle forme, quel espace qui Exact. va Ouais. être proposé ce soir parce que, vraiment, vos contributions étaient, extrêmement intéressantes. Elles nous ont tous, apporté une certaine tension aussi, mais je pense que voilà, c'est autour de ça qu'il faut se réunir et qu'il faut réfléchir collectivement. Merci à toutes et à tous, pour votre participation et pour les échanges et c'est bien, on va pouvoir se dire au revoir avant que Zoom ne nous déconnecte brutalement. Au revoir. Ah oui. Merci, ouais, j'ai vraiment hâte de vous Au revoir, revoir merci tous. Au beaucoup. revoir. Oui, Merci à merci vous. encore. À Merci bientôt. beaucoup. À À bientôt. bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci. Ciao.